Et invité à la une en Israël ce matin, Asita Kanko, députée européenne, qui était en voyage en Israël la semaine dernière. Alors Lise, on va voir ce qu'elle a pensé de son voyage. Je vous laisse parler de tout cela avec elle. Asita Kanko, bonjour, hein. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Comment ça s'est passé votre voyage en Israël, Asita? Qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que c'est le meilleur souvenir, si j'ose dire? Écoutez, bonjour Lise, c'est beaucoup de questions, mais ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup d'émotions et beaucoup de choses que je savais déjà, mais qui se sont précisées. C'était un voyage sur invitation de familles et d'amis israéliens qui voulaient me raconter leur histoire. Et donc, ça m'a touchée très profondément parce que quand je vais en mission, généralement en tant que députée, j'y vais avec des collègues du Parlement européen. Et là, j'étais avec des familles qui ont perdu quelqu'un dans le passé pendant l'Holocauste, ou des familles qui ont été proches de personnes qui ont été enlevées, des survivants ou des otages libérés. Donc, ça vous donne une toute autre perspective. Donc, l'objectif était vraiment d'aller à l'écoute des gens et d'aller visiter des sites. C'était beaucoup plus un voyage de cœur à cœur, d'humain à humain. Et ce que j'ai fait concrètement, c'est que j'ai visité en premier, j'ai demandé à visiter la banque de sang, la Banque nationale du sang, dont le nom est très compliqué, donc j'ai oublié. Par contre, j'ai été là, j'ai vu tout le travail qui était fait pour la sécurité, notamment en termes d'intervention médicale ou bien de transfusion de sang. J'ai ensuite rencontré des survivants du Nova. J'ai dîné avec une survivante du Nova, Laura Blachman, qui m'a beaucoup émue, qui m'a raconté son histoire avec dignité, avec une résilience et on sent cette force, mais en même temps cette fragilité. Et attention à mon chien qui essaie de voler ma caméra. Voilà. Et, et puis, j'ai rencontré Bart Epstein, par exemple, qui a été le dernier à être libéré, ainsi que sa mère, et ils m'ont beaucoup impressionné. Cet instant où on me raconte que quand un terroriste du Hamas téléphone à sa mère et lui dit, écoute, tu dois faire de la propagande, tu dois te bouger, sinon nous allons tuer son fils, et qu'elle lui répond, le destin de mon fils est entre les mains de Dieu et d'ailleurs le vôtre aussi. Donc, j'imagine la force mentale que cela a nécessité. J'ai visité le centre de trauma où les médecins et les psychiatres ont été à l'écoute après les attentats du 7 octobre. Je suis également allée visiter deux kibbutz, notamment Nalos, qui est à 2 miles ou 2 kilomètres de Gaza. J'ai rencontré Adi, une mère qui m'a beaucoup émue et qui m'a raconté son histoire et sa survie avec avec l'intervention incroyable de son fils de 15 ans. Le 7 octobre. Donc vraiment rencontrer beaucoup de gens et je suis allée au musée, au mémorial de l'Holocauste à Yad Vashem, accompagnée donc par des amis qui eux ont perdu quand même des gens qui ont été déportés, hein, des gens de leur famille ont été déportés et donc pour moi c'était très différent. C'est pas la première fois que je vais dans un mémorial. Je suis déjà allée à Auschwitz, je suis déjà allée à, à pas mal d'endroits où il y avait la commémoration de ce qui s'est passé, mais ici, c'était avec des familles. Et les voir devant le grand livre chercher les noms de leur famille en disant, voici le nom de mon arrière-grand-mère, voici le nom, et voici à quel endroit la personne avait été dénoncée. Voici. Ça, c'était un moment qui m'a, qui m'a vraiment, enfin, je sais pas s'il y a des mots. Et puis le site de Nova, évidemment. Je suis allée sur le site de Nova, j'ai vu ces images à perte de vue d'adolescents qui voulaient juste faire la fête et qui ont été présentés aujourd'hui dans leur vie quotidienne. Donc, il y avait une fille qui faisait de la gymnastique ou du yoga, il y avait des gens qui faisaient ce qu'ils aimaient. Et voilà, c'est cette vie qu'on leur a prise. Donc, c'est vraiment beaucoup de choses qui se sont passées. Je suis allée à l'hôpital Hadassah à Jérusalem où j'ai bien vu la coexistence. Où j'ai bien vu que j'ai vu beaucoup plus de diversité que dans beaucoup de capitales européennes. Et j'ai rencontré le docteur Nama qui est le directeur au centre d'urgence et qui m'a parlé un peu de comment ça s'est passé ce jour-là et qui est un médecin arabe qui fait juste son boulot et qui m'a parlé avec son cœur. Et voilà, c'est tout ce que j'ai fait et c'est évidemment, il me faudrait tout un livre pour vous raconter tout ce que j'ai vu et entendu et je suis encore en train de ressentir tout cela et donc il n'y a pas de meilleur enfin le meilleur souvenir c'est que j'ai mangé du houmous.
Asita Kanko, vous êtes déjà connu pour avoir défendu plusieurs fois Israël dans l'enceinte du Parlement européen, où il est souvent très critiqué. Et vous l'avez dit, il y avait beaucoup de choses que vous saviez déjà, mais quand même, ça change quelque chose d'avoir été sur place, non? Écoutez, moi, j'ai toujours défendu la communauté juive, tout comme j'ai toujours défendu l'identité des personnes et l'égalité entre les gens. Donc aujourd'hui, on parle par exemple du Soudan où la population noire non arabe est tuée en masse par les les Rapid Sport Forces et aujourd'hui, on voit l'indifférence totale de ceux qui s'excitent pour d'autres endroits du monde. Dès qu'il y a un juif qui est impliqué, évidemment, ça réveille la gauche. Et sinon, ils s'en foutent complètement. Donc, comme si les Noirs qui sont en train d'être tués au Soudan, leur vie ne vaut rien. Donc, moi, je me suis toujours engagée pour le respect de la vie humaine. Et donc, c'est dans ce cadre-là aussi que j'ai toujours défendu les droits de la communauté juive parce qu'on ne peut pas se permettre de continuer cette discrimination sauvage qui a déjà eu des conséquences extrêmement graves dans le passé que personne ne veut voir se répéter dans l'histoire. Et donc, pour moi, c'est très important maintenant d'aller sur place, voir. Évidemment, je suis quelqu'un qui aime travailler sur base de faits. Je n'aime pas qu'on me raconte des histoires. Et donc, j'ai toujours voulu voir de mes propres yeux, entendre, voir, sentir, écouter. Et quand on fait de la politique, il faut savoir écouter les gens, il faut savoir entendre les gens, il faut savoir voir ce qu'il y a et baser son travail sur la réalité. Il y a beaucoup de gens qui racontent vraiment n'importe quoi au Parlement et ça, c'est dommage parce que c'est la maison de la démocratie et on a des responsabilités très sérieuses aujourd'hui et face à l'histoire. Et c'est pour cela qu'il est important d'être objectif et d'aller regarder sur place ce qui se passe. Donc moi, quand je vois, de voir à quelle distance se trouve Gaza par rapport à un kibbutz que j'ai visité, de voir ce qui s'est passé dans le kibbutz Erez, où on voit aussi Gaza de l'autre côté et le projet qui était là pour travailler ensemble entre les Palestiniens et les Israéliens, ça renforce l'idée que les Palestiniens et les Israéliens veulent travailler ensemble. Il y a le Hamas qui ne veut pas et il y a certaines personnes de gauche en Europe qui sont très heureuses que le Hamas existe parce que c'est leur fonds de commerce électoral. Et je trouve que ça, c'est complètement tuer l'esprit de l'Europe et c'est refuser en fait l'émancipation des Israéliens et des Palestiniens. C'est vraiment cruel. Donc pour moi d'aller voir ça de mes propres yeux, de voir cette possibilité, de voir dans le kibbutz Erez le centre où les femmes à Toufo où les femmes se retrouvent, celles qui ont subi des violences sexuelles, pour travailler ensemble à leur guérison et de voir de loin ce qui aurait pu être possible. Vivre ensemble, et c'est que les gens ne veulent pas favoriser parce qu'ils aiment bien se nourrir de la guerre pour exister électoralement. Eh bien ça, c'est quelque chose qui me met évidemment face à quelque chose qui m'énerve beaucoup. Alors, en dehors de effectivement cet électoralisme que vous pointez, Asita Kanko, il y a aussi le problème du financement du terrorisme. Et vous rappelez souvent à juste titre que le Hamas, qui est une branche des frères musulmans, n'est pas seulement le problème d'Israël, mais aussi largement le problème de l'Europe, puisque on a vu récemment l'entrisme des frères musulmans, combien il est déjà important en Belgique particulièrement et en Europe également. Il y a toujours ces mesures, notamment de l'autorité palestinienne, qui paye tous les mois les prisonniers israéliens ou les gens qui ont fait des attentats ou leurs familles. Et nombre de cet argent provient des subventions de l'Union européenne. Vous avez dit qu'ils payent les prisonniers israéliens? Non, les prisonniers palestiniens qui sont dans les prisons Oui, voilà, israéliennes. parce que je pensais qu'il y avait une erreur. Voilà. Ouais. Alors, moi, j'ai effectivement dénoncé cette question du financement. Et c'est un financement parfois qui est inconscient, parce qu'on a la même chose avec les dictatures en Afrique, où l'Europe pense faire de la coopération au développement depuis les années 60, les années 70, alors qu'aujourd'hui, nous sommes toujours dans la même détresse avec des gens de 40 ans qui n'ont jamais eu un emploi et qui voudraient juste avoir cette dignité de travailler, de gagner son propre argent, de construire une famille. Si on ne peut pas travailler, qu'on ne peut pas construire une famille, mais on n'est pas en train de vivre. Et ça, c'est le résultat de cette coopération aveugle qui n'a jamais aidé personne à part les dictateurs qui sont ensuite allés cacher l'argent en Suisse. Donc ça, c'est la réalité. Et c'est la même naïveté qui fait que beaucoup d'argent est donné à des ONG en Europe qui sont des branches des frères musulmans, beaucoup de subsides qui vont vers des soi-disant centres culturels, mais qui en fait sont là, ce sont qui commettent tous les jours des attentats culturels contre l'Europe et qui nourrissent effectivement ces branches des frères musulmans comme les Hezbollah et le Hamas. On a vu évidemment le rapport demandé par Retailleau, l'ex-ministre de l'Intérieur français, Retailleau en France. On a également vu des données ici, on a vu des flux d'argent de la Commission européenne. Donc, on a également des millions qui vont vers la Syrie, qui vont vers
la Palestine et qui ne sont pas contrôlés. On a parlé de la question relative aux livres qui sont utilisés pour éduquer les enfants, mais pour les éduquer à devenir des machines à tuer, pas pour les éduquer à devenir des artisans de leur propre bien-être, de leur propre émancipation. Et je trouve que ces enfants sont aussi, d'une certaine manière, des captifs. Ils sont mentalement kidnappés par cette idéologie qui est soutenue par la maladresse européenne. Et je pense que là, il faut rendre l'argent aux citoyens parce que, en attendant, c'est le citoyen qui paye des taxes pour ce financement absurde. Et si on cherche à soulager le citoyen qui travaille, ben, il faut pas gaspiller son argent. Déjà, ne pas gaspiller son argent, ne pas financer le terrorisme et savoir où l'argent qu'on donne va et voir si les résultats correspondent à ce que nous avons souhaité. Pour finir, Asita Kanko, justement, le Parlement européen se laisse peut-être par manque de courage politique, par fausse ignorance, par opportunisme, souvent berné par les islamistes. Moi, je pense que c'est la paresse intellectuelle, mais je ne généraliserai pas en disant tout le Parlement européen. Heureusement qu'il y a beaucoup de députés qui travaillent très bien, même s'ils ne sont pas toujours des frontliners. Il y a beaucoup de députés qui travaillent, mais vraiment dans l'ombre. Mais quand on travaille, la plupart de la presse, une partie de la presse qui est vraiment activiste et de gauche ne va jamais parler de votre travail. Et donc, le travail, c'est pas sexy pour eux, ça les intéresse absolument pas. Ce qui les intéresse, c'est de juger, c'est de cloisonner. Et donc, résultat, il y a des députés qui ne font absolument rien au Parlement européen, mais qui ont tout le temps un micro devant eux pour raconter n'importe quoi. On en connaît une qui vient de France et qui est très proche des ennemis de l'Europe. Mais regardez le nombre de travail législatif fait au Parlement européen, zéro, nada. Et donc, le vrai travail n'intéresse pas certains journalistes et donc c'est frustrant pour beaucoup de députés. Moi, j'ai fait énormément de travail au Parlement européen. Je suis sur le classement des députés européens qui ont le plus d'influence sur la législation. Je suis numéro 11 dans toute l'Europe sur 720. Et depuis quand j'ai vu mon travail qui a été évoqué, mon travail législatif parlementaire qui a été évoqué dans les journaux ici, très rarement. Donc, c'est pour dire que il y a beaucoup de travail, mais qui est dans l'ombre, mais il ne faut pas se décourager. Il faut continuer à travailler parce qu'on n'est pas en train de travailler pour la lumière. On est en train de travailler pour la conscience. Eh bien, on se découragera pas et vous non plus, on en est sûr. Asita Kanko, députée européenne, merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée à vous et à très bientôt.